Organisée par l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale K du secteur minier appartient désormais au passé. L'objectif poursuivi par ces assises, renforcer la transparence, améliorer la mobilisation des recettes publiques et réduire le flux financier illicite dans ces secteurs. 3 jours d'intenses travaux sur le contrôle budgétaire sanctionnés par un débat contradictoire entre le gouvernement congolais et l'organe supérieur de contrôle des finances publiques sur le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2024. À travers cet exercice, la Cour de comptes assiste le Parlement avec son expertise en analysant les dépassements budgétaires et l'évaluation des résultats. Suspendue il y a une année de cela, la vague des missions d'encadrement au sein des entreprises et établissements publics instaurée par l'Inspection générale des finances IGF reprend avec vigueur. Cette nouvelle a été annoncée lors de l'échange entre l'inspecteur général chef de service Christophe Bitassimois et l'Association nationale des entreprises et établissements publics du portefeuille, ANEP en sigle. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement. Les finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Ça, c'est notre affaire. La Cour des comptes a organisé du 28 au 30 octobre 2025 un débat contradictoire avec le gouvernement sur le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024. C'est le directeur de cabinet Alain Malata qui a représenté le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï empêché à ce débat contradictoire. Jocelyn Lombababa était présent à ce débat contradictoire pour le compte de votre magazine Fiscalité et Développement. Déposé au mois de septembre dernier à l'Assemblée nationale par le gouvernement souminois, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024, un acte qui garantit la transparence financière. Après avoir examiné jusqu'au petit détail le contenu de ce projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024, la Cour des comptes a organisé un débat contradictoire durant 3 jours avec le gouvernement congolais représenté par le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï à travers son directeur de cabinet Alain Malata. Cet exercice contradictoire s'est déroulé conformément à la loi organique de l'Institution supérieure de contrôle des gestions des finances publiques en son article 34 qui stipule que la Cour des comptes assiste le Parlement, l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant de l'entité territoriale décentralisée, le gouvernement central, le gouvernement provincial et l'exécutif de l'entité territoriale décentralisée dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, des édits budgétaires et des décisions budgétaires. Ces discussions contradictoires sur la loi portant reddition des comptes exercice 2024 contribuent à l'amélioration de la crédibilité des finances publiques et à l'image des marques de la République démocratique du Congo. La Cour des comptes avait fait le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2024. Et à la suite de ce contrôle-là, toujours le même article 34 fait obligation à la Cour des comptes de saisir l'Assemblée nationale, le Parlement, de ses observations sur ce projet de loi-là, le projet de loi portant reddition des comptes. Alors, lorsque nous faisons ce contrôle-là, à la fin, nous commençons d'abord par produire un rapport provisoire. Donc, dans ce rapport provisoire, nous disons au gouvernement, voilà, nous, on a contrôlé l'exécution du budget, voilà ce que nous avons retenu comme observation. Et le gouvernement est appelé en ce moment-là à réagir aux observations de la Cour des comptes. Et cela s'est fait lors d'un contradictoire. Et
suivant la procédure prévue à la Cour des comptes à l'article 88. Profitant de cette occasion, Dimi Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes, a félicité le gouvernement congolais pour avoir accepté de se soumettre à cet exercice contradictoire. Il n'a pas été aisé, je crois que vous l'avez constaté. Le premier jour, on avait commencé à 16h, sans interruption, nous sommes allés jusqu'à minuit. Et le lendemain, on était encore ici. Le gouvernement a répondu à toutes les questions que la Cour des comptes a posées. Le gouvernement nous a donné également des lumières sur certaines questions qui nous semblaient, certains aspects qui nous semblaient pas très clairs. C'est cela l'intérêt de ce contradictoire. Donc, c'est pour cette raison-là que nous, la Cour des comptes, nous les félicitons. De son côté, le gouvernement congolais a salué la collaboration de la Cour des comptes en rapport avec ces débats contradictoires sur les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2024. La qualité des échanges et des discussions a été quelque chose de particulier entre le gouvernement et la Cour des comptes. L'honorable Premier Président a souligné l'aspect lié à la collaboration. Donc, ce travail de contrôle et cet exercice de contradictoire participe à cet grand exercice de collaboration interinstitutionnelle entre l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, et l'autorité gouvernementale, en vue d'atteindre les objectifs portés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons travaillé dans la convivialité, dans la fraternité, apportant tous les éléments des réponses sollicitées par la Cour et éclairant également sur différents aspects, notamment des aspects conceptuels qui sont très très importants pour une meilleure compréhension de la loi portant, du projet de loi portant reddition des comptes. Cet exercice contradictoire s'est clôturé par la signature d'un procès verbal entre la Cour des comptes et le gouvernement congolais. Le rapport définitif de la Cour des comptes sera déposé la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotay, a présidé lundi 27 octobre 2025 à Kinshasa une séance d'ouverture de la mission du Fonds monétaire international FMI consacrée à la deuxième revue du programme FEC après sa participation aux assemblées annuelles de Washington DC. Dans son mot, l'Argentin national a salué la collaboration continue entre la RDC et le FMI, tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa vision axée sur la modernisation de la gouvernance et l'amélioration de la gestion macroéconomique du pays. Il a par ailleurs souligné la volonté du gouvernement de poursuivre des réformes engagées et de corriger avec responsabilité tout ce qui mérite de l'être pour assurer la stabilité et la croissance. Signalons qu'en cas de conclusion satisfaisante, la RDC bénéficiera d'un appui budgétaire de plus de 200 millions de dollars américains et d'un soutien à la balance de paiement de près de 125 millions USD, destiné à renforcer les réserves de change à la Banque centrale du Congo. Le directeur général adjoint des douanes et axes, chargé des questions administratives et financières, Jean-Claude Kalenga Makonga, a pris part à la conférence organisée du 29 au 31 octobre 2025 au centre financier de Kinshasa, axée sur les flux financiers illicites d'origine commerciale cas du secteur minier. Les assises ouvertes et clôturées par le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotay témoignent de l'événement. Marlène Bassoussou Sessakoumou sur les images de Armen Ngoma Moussakanda. Le flux financier illicite d'origine commerciale, cas du secteur privé, a fait l'objet d'une conférence de haut niveau qui a vécu du 29 au 31 octobre 2025 au centre financier de Kinshasa.
Plusieurs décideurs, venus des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile, les experts internationaux et les partenaires techniques et financiers ont pris une part active à cette conférence. Des assises organisées dont l'objectif d'aboutir à l'élaboration et l'adoption de la déclaration de Kinshasa, marquant un engagement collectif en faveur d'une gouvernance financière transparente et responsable pour l'exercice 2026-2028. Le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances de la DGDA, Jean-Claude Kalenga Makonga, a, au nom de la Direction générale des douanes et accises de GDA, fait savoir le point essentiel retenu lors de ces assises pour une maximisation plus accrue des recettes publiques. J'ai noté, en ce qui me concerne, que les thématiques abordées pendant ces 3 jours de la conférence de haut niveau sur le flux financier illicite d'origine commerciale car du secteur minier ont permis de mettre en évidence certains aspects, notamment l'accès à l'information, concept préféré à celui de partage d'informations, renforcer les ressources dans la technologie et les compétences, implémenter un système de traçabilité, orienter les recherches vers les informations primaires qui génèrent les flux financiers illicites, etc. J'ai aussi noté avec fierté et satisfaction le partage d'expériences des structures d'autres pays engagés dans la même lutte, je cite, la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF de Côte d'Ivoire et du Bénin, aussi les regards de la question de nos partenaires tels GIZ, ITA, Kibali Gold, l'aspect dignité humaine et j'en passe. Après les remerciements tour à tour des parties prenantes à ces travaux, la coopération allemande, à travers la GIZ, organisatrice de ces forums, a invité les participants à s'approprier les résolutions prises au bénéfice de la population. Pour rappel, la DGDA a pour mission de gérer les recettes fiscales et de lutter contre la fraude, la criminalité organisée et la contrefaçon. Elle assure également des missions économiques comme la facilitation du commerce, le contrôle des marchandises à l'import et export et l'élaboration des statistiques sur le commerce extérieur. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, lance un appel d'offres avec préqualification pour l'acquisition d'équipements du transport destinés à la surveillance des frontières. Plus de détails dans cette lecture de Céline Bomba. La Direction générale de douanes et accises sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des véhicules 4x4, motos et hors-bord dans le cadre de la surveillance des frontières répartis en 3 lots, à savoir lot 1, acquisition de 5 véhicules 4x4, lot 2, acquisition de 18 motos, lot 3, acquisition de 2 hors-bord. Les variantes ne pourront pas être prises en considération. La passation du marché sera conduite par l'appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après, secrétariat permanent de la cellule de gestion de projets et des marchés publics de la DGDA, immeuble Sankourou, place Royale à Kinshasa Gombe, 4e niveau local 417, contre un paiement non remboursable de la somme de $américains 400. Le paiement s'effectuera à la banque suivant la note de perception délivrée par l'ordonnateur délégué de la DGRAD. Date limite de dépôt 14 novembre 2025 à 11h. Ouverture des offres 14 novembre 2025 à 11h30. Info plus 243 999 991 858. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt de soumission.
Les offres doivent comprendre une garantie d'offre de montant équivalente à 1% du montant de l'offre par lot et demeure valide pour une période de 30 jours suivant la date limite de dépôt et valide des offres. La personne responsable du marché, Bernard Kabessé Moussangou, directeur général de la DGDA. De la DGDA à la DGRAD, il n'y a qu'un pas, dit-on. Son directeur général, Étienne Ouchoudi, a également pris part à cette conférence sur les flux financiers illicites d'origine commerciale, cas du secteur minier. Pour la cadette des régies financières, il fallait présenter l'apport de la DGRAD dans le processus de renforcement de la transparence, l'amélioration de la mobilisation des recettes publiques et la réduction des flux financiers illicites dans les secteurs miniers. Retrouvons une fois de plus Marlène Bassoussou Sessakoumou et Armen Ngoma Moussa Kanda. 2 sessions, 7 panels ont permis aux représentants des structures étatiques et de la société civile d'analyser le point soumis à leur attention afin de lutter contre les flux financiers illicites d'origine commerciale, cas du secteur minier, organisé du 29 au 31 octobre 2025 au centre financier de Kinshasa. Les travaux en groupe ont permis de cerner et d'encadrer les questions qui méritaient un point d'attention soutenu dans le but d'aboutir à une feuille de route dénommée Déclaration provisoire collective de Kinshasa en vue de permettre au gouvernement congolais d'accroître ses ressources pour le bien de la population. Dans son mot, en sa qualité de partenaire technique et financier, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD, à travers son directeur général, Étienne Ouchoudi Lutula, est revenu sur le rôle qu'elle devra jouer sa régie financière dans ces processus. Avant de préciser qu'on ne peut pas parler des flux financiers illicites d'origine commerciale, mis à part la DGRAD. La DGRAD voudrait donc exprimer toute sa profonde reconnaissance pour avoir décidé de corriger une injustice qu'elle a subie depuis 21 ans, à savoir l'ignorance délibérée de la DGRAD parmi les structures de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et profilation des armes et des structures massives. Et pour preuve, Excellence, lorsque le professeur Bob nous a fait la leçon introductive de cette conférence, il a cité toutes les structures qui concourent à cette lutte, sans pour autant citer la DGRAD. Et pourtant, lorsqu'on parle de flux financiers illicites d'origine commerciale dans le secteur minier, on voit directement l'exploitation minière et donc la déclaration d'importation ou d'exportation des produits miniers marchands et par là, par ricochet, la redevance minière que la DGRAD encadre et canalise vers les trésors publics. On ne peut donc pas lutter contre le flux financier illicite d'origine commerciale dans le secteur minier sans impliquer la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Nous avons constaté par exemple, Excellence, que la loi de 2004 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme révisée récemment a été élaborée et modifiée sans implication de la DGRAD, alors qu'elle porte en elle des dispositions relatives à l'encadrement des avoirs criminels. Le gouvernement de la République, Excellence, n'a plus besoin de créer d'autres agences pour la gestion ou le recouvrement des avoirs criminels. La DGRAD le fait déjà et elle le fait bien. La coopération allemande à travers la GIZ, organisatrice de ces forums, s'est félicitée des travaux abattus par toutes les parties prenantes et a convié ces dernières à transformer les résolutions prises lors de ces assises en actions concrètes pour l'intérêt de la population congolaise.
Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï, qui avait à ses côtés la vice-ministre Gracia Yamba Kazadi, ayant procédé à l'ouverture de ces assises, a remercié les organisateurs pour l'initiative. Il attend voir les résultats qui découleront de ces assises afin de donner une voix au gouvernement congolais d'accroître ses ressources. Les flux financiers illicites constituent aujourd'hui l'un des principaux freins à la mobilisation de ressources internes dans les économies africaines. Selon les études bien recensées, le continent perd chaque année près de 90 milliards de dollars américains, soit 3,7% de son PIB, à cause des flux financiers illicites. De son côté, le Fonds monétaire international estime que les pays d'Afrique subsaharienne perdent chaque année entre 2 et 3% de leur produit intérieur brut en recettes fiscales, du fait de la fraude et de la sous-facturation, depuis les transferts ou encore de l'évasion fiscale. Pour la République démocratique du Congo, ces pertes se traduisent notamment par des milliards de dollars qui échappent au budget national, limitant ainsi la capacité de l'État à financer le budget national, également les projets prioritaires des écoles, hôpitaux, autres infrastructures de base, y compris les besoins sécuritaires dont le pays a besoin. Chaque dollar perdu, c'est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non marchisée. C'est pourquoi la lutte contre les flux financiers illicites est un devoir républicain et un impératif de souveraineté nationale. Ulsiede signale que cette conférence a connu aussi la présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au RDC, du représentant régional RDC-RC de la GIZ, du représentant du directeur général de la Direction générale des impôts DGI, du DGA chargé de l'administration et finances de la Direction générale des douanes et axes DGDA et les secrétaires exécutifs de la cellule nationale de renseignement financier CNRF. Ouverte par le ministre des Finances Doudou Famba, cette conférence de haut niveau sur le flux financier illicite d'origine commerciale, cas du secteur minier, a été clôturée par le conseiller juridique du ministère des Finances. À travers la ville-province de Kinshasa, vous avez certainement remarqué ces visuels publicitaires qui disent, et je cite, Kosomba sans facture, Isa normalité. Ce message de sensibilisation lancé par la Direction générale des impôts DGI attire l'attention du public sur la facture normalisée, qui est une réforme majeure voulue par le gouvernement congolais pour marquer une étape décisive dans la modernisation de l'administration fiscale congolaise. Mais c'est quoi concrètement la facture normalisée? Quel est son but? Pourquoi la population devrait-elle exiger cette facture lors des achats? À quand son entrée en vigueur? Jérôme Sekana Peni Papa a reçu au cours de l'émission spéciale Fiscalité et Développement Raoul Migabou et Guy Nzengeli, respectivement chef des divisions Système d'information et chef des divisions Communication et Documentation à la DGI, qui ont donné quelques éléments de réponse. En voici un extrait. La facture normalisée, c'est une facture qui a été mise par un DEF, pour donner plus de précision, par un système de facturation d'entreprise homologué par la DGI et connecté à un module de contrôle de facturation. Ou c'est aussi une facture qui est mise par notre système de facturation interne, qu'on met gratuitement à disposition de contribuables, les IUF. Donc en résumé, c'est une facture qui est émise par un DEF homologué. Alors, quel est le but de cette facture et en quoi elle est différente de toutes les factures auxquelles on est habitué? Merci beaucoup, Jérôme. Avant de répondre à votre question, permettez que nous puissions quand même faire un peu l'historique pour dire on en est ici, nous sommes partis de quoi?
En fait, vous comprenez très bien qu'autour des années 2002, le gouvernement avait pris une série de mesures où il y a eu un programme économique qu'on a appelé le PEG, voilà, où il y avait plusieurs volets, notamment le volet fiscal qui parlait de la modernisation, non seulement de l'administration, mais aussi de la législation. Je vous épargne de toutes les étapes, il y en a eu plusieurs. Ça a commencé d'abord par la création de la Direction générale des impôts en 2003, mais aussi il y a eu uniformisation et réforme des procédures qui étaient éparses. Il fallait les réunifier. Et après, nous sommes passés à la réforme de la fiscalité indirecte, où la TVA, dont il est question aujourd'hui, a remplacé l'impôt sur les chiffres d'affaires, ICA. Et maintenant, où nous vous parlons, nous sommes en train, du moins le gouvernement de la République, à travers son administration, est en train d'implémenter la réforme de la fiscalité directe, IS-IRPP. Mais revenons à la réforme de la fiscalité indirecte. La TVA a été mise en application en 2012, bien que le texte a été pris en 2010, parce qu'il fallait porter l'information non seulement au public, mais à toutes les parties prenantes. Alors, il s'est fait que, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a constaté qu'il y a encore possibilité de faire mieux par rapport à ce que la TVA apporte aux recettes fiscales. Et c'est ainsi que le gouvernement, par le leadership de son Excellence, M. Doudou Fwamba, ministre des Finances, est en train de piloter une réforme assez importante, Jérôme, que nous appelons facture normalisée. Donc, ce n'est pas un nouvel impôt. Le public doit s'apaiser. Une facture, ce n'est pas un impôt quand même. Voilà. Parce que oui, comme on parle des réformes, les gens pourront penser on a augmenté d'autres impôts. On a augmenté d'autres impôts. Ce n'est pas un nouvel impôt. C'est plutôt un mécanisme qui permettra au gouvernement, à travers la DGI, de bien canaliser, de bien orienter, mais surtout de bien circonscrire les cadres par rapport à la facturation. La TVA est un impôt indirect sur la consommation et elle est assise sur la facturation. Donc, les soucis du gouvernement aujourd'hui, c'est de maîtriser les circuits de la facturation entre les opérateurs, de bout en bout, entre les opérateurs économiques d'abord eux-mêmes, où on appelle les B2B, et entre les opérateurs économiques ou assujettis à la TVA et nous, consommateurs, les B2C. Maintenant, vous demandez, c'est quoi l'élément de différence avec la facture ordinaire? Au regard de ce que mon collègue vient de dire, la facture normalisée, je ne reviens pas à la définition pédagogique qu'il vient de donner, c'est une facture, mais là, le gouvernement a pensé mettre les éléments de sécurité afin de garantir non seulement l'authenticité, mais aussi la traçabilité des opérations. Pour éviter toute fraude. Pour éviter toute fraude. Oui. Il a dit que ça sera relié, les DEF, dont il sera question, certainement, ça sera relié à l'administration, au serveur de l'administration centrale, afin de capter l'information en temps réel. En temps réel. Donc, ça va nous éviter. On en parlera peut-être après. Monsieur Raoul, vous êtes au cœur de cette réforme-là. Pourquoi la population doit exiger la facture normalisée au lieu de demander la facture ordinaire à laquelle elle était habituée? Mais parce que la loi l'exige, maintenant c'est une exigence. Et ça permet à l'État d'avoir plus de ressources et de s'occuper de cette même population. Donc il faut que désormais, lorsque nous allons commencer avec la facture normalisée le 1er décembre, il faudra que la population puisse exiger que ce soit une facture normalisée. Et derrière, la DGI a mis en place des outils qui permettent à n'importe quel citoyen de la RDC de vérifier si cette facture est une facture normalisée en temps réel. Donc, ils ont intérêt à exiger d'abord la facture, mais la facture normalisée. Autre chose, à présent, l'IGF reprend du poids de la bête. En effet, l'inspecteur général des finances, chef des services, a échangé avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP. Christophe Bitassimois
a annoncé à ses interlocuteurs la reprise d'une autre vague des missions d'encadrement. Reportage. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï. La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitassi-Mouabaï, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Sur le plan méthodologique, le contenu de cette mission, la particularité c'est que au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas après 3 ans d'encadrement au sein de ces entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail de l'inspecteur des finances en mission dans les entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Suminwa concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur les terrains. Du 28 au 30 octobre 2025, la ville de Kinshasa a abrité le Forum économique sur l'assainissement durable, un rendez-vous majeur consacré à la recherche de solutions innovantes pour faire de l'assainissement un levier économique. Invité à ces assises, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a présenté les opportunités offertes aux industriels du secteur à travers le recyclage des déchets plastiques, la valorisation des déchets organiques et la production de biogaz. Reportage. Du 28 au 30 octobre 2025, la ville de Kinshasa a abrité le Forum économique sur l'assainissement durable. Un rendez-vous majeur consacré à la recherche des solutions innovantes pour faire de l'assainissement un levier de développement économique. Placé sous le thème « Assainir Kinshasa », un défi collectif pour le développement durable. Cette rencontre a réuni les autorités publiques, les partenaires techniques, les industriels et les investisseurs. Objectif poursuivi, structurer un cadre de financement et de partenariat efficace pour l'assainissement urbain. Parmi les moments forts du forum, l'intervention de Blaise Mastaki Birindoa, directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Un exposé qui a particulièrement retenu l'attention de l'assistance ce jeudi. Nous pouvons vous soutenir grâce à une certaine somme qu'on appelle subvention. La subvention n'est pas un cadeau. D'ailleurs, vous signez clairement que si vous ne réalisez pas l'objet de la subvention, elle se transformera en prêt. Nous sommes prêts à prendre des participations jusqu'à 10% de votre capital. N'ayez pas peur du montant. Soyez seulement sûr de la dimension stratégique de votre projet. Le fonds que nous représentons ici est à même de vous soutenir jusqu'à hauteur de 10%. Essayez encore de venir aujourd'hui. Vous verrez que le fonds est géré avec des règles standards très strictes, des strictes interprétations. Nous avons des analystes de crédit très techniciens qui vous accompagnent avant même le dépôt officiel de votre dossier. On ne vous abandonne pas pour rejeter votre projet après, surtout des projets verts. Nous avons l'intention de mettre en place carrément un petit service qui sera dédié aux projets verts
pour que voilà, il y ait plus de turnaround, enfin que le temps de traitement des dossiers soit très court et que nous puissions avancer dans un délai à même de permettre la matérialisation de toutes ces initiatives. L'année prochaine, ils ne vont pas financer et on ne va pas se retrouver. Dans sa communication, le DGA a présenté les opportunités offertes aux industriels à travers le recyclage des déchets plastiques, la valorisation des déchets organiques et la production des biogaz. Le FPI entend soutenir l'assainissement via le mécanisme adapté dont les partenaires publics-privés, le fonds vert et le crédit carbone. D'après le DGA Mastaki, l'assainissement est bien plus qu'un enjeu des salubrités. C'est un domaine créateur d'emplois verts et porteur de croissance. Le FPI promeut une économie nationale compétitive et respectueuse de l'environnement. Le Forum économique sur l'assainissement durable aura permis de tracer les voies pour un nouvel écosystème de financement et d'investissement dans lesquels le FPI s'affirme comme un acteur clé de la transformation industrielle et de la protection de l'environnement. La ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a inauguré dans le Haut-Katanga des ouvrages acquis par le minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières à la grande satisfaction des bénéficiaires. Pour ce numéro de fiscalité et développement, nous vous proposons l'étape du Haut-Katanga dans cette page magazine signée Didi Mavambo et Fanfa Makito. Dimanche 26 octobre 2025, dans la soirée, arrivée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, de la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi. Parmi les personnalités à l'accueil, l'administrateur directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux FNPSS, Alice Miri Mokabeti. Eve Bazaïba se retrouve dans cette province pour inaugurer et visiter les infrastructures acquises grâce à la dotation de 0,3% minimum des chiffres d'affaires des entreprises minières au profit des projets de développement communautaire. Lundi 27 octobre 2025, nous sommes au quartier Kamatete dans la commune annexe, ville de Lubumbashi. C'est la cérémonie d'inauguration de l'école primaire Kamatete en présence des autorités politico-administratives locales et de l'administrateur directeur général du FNPSS, Alice Miri Mokabeti, ainsi que des élèves et du corps enseignant de cette école publique. Une infrastructure construite et équipée grâce à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de l'entreprise minière Congo Dongfang International Mining CEDEM, suivant les besoins exprimés par la communauté locale. L'impact de ce projet au sein de cette communauté, d'abord nous avons besoin que les parents, nous avons des parents qui étaient démunis, qui sont démunis, avec la gratuité de l'enseignement que le chef de l'État a prôné. L'œuvre qui est arrivée est venue aussi encore affermir et concrétiser cet état de la gratuité d'enseignement. J'ai vu l'infrastructure, ça respecte les normes et ça nous amène dans l'espoir de dire que dans 10 ans, dans 15 ans, nous allons avoir l'élite congolaise qui sortira d'ici. Nous sommes à 15 km de Lubumbashi, précisément au village Kawama, secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, où un projet à caractère hautement social a vu le jour au profit de la communauté impactée par les activités d'exploitation minière des CEDEM. C'est cet hospice des vieillards qui contient 20 chambres meublées, un réfectoire, une cuisine et des sanitaires est réalisé sur fond du gouvernement à travers les mécanismes légaux de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en général et des CEDEM en particulier pour les cas de cet ouvrage. Hospice des vieillards, tozaki nangote talakaka. Ba mama na biso babandaki ko baluka par-ci par-là, tozaki na bisika ko tia bakoko na biso. Mais lelo yo tozu esika oyo. Vraiment, le même lundi, la délégation du comité de supervision de la dotation de 0,3%, co-présidée par le ministre des Mines et des Affaires sociales, conduite par la ministre d'État, se rend
dans la commune annexe, dans la capitale du Cuivre, pour inaugurer l'école primaire Mukunto au quartier qui porte le même nom. Cette infrastructure scolaire constituée de 6 salles de classe, d'un bâtiment administratif, des sanitaires et d'un forage d'adduction en eau potable est mise sur pied grâce à la DOT, Société minière du Katanga, Somika. Cette école primaire pour nos enfants, dans cette commune annexe à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, une école construite grâce à l'ingéniosité du chef de l'État, à sa vision de soutenir la jeunesse. Il a pensé une collaboration de plus entre les partenaires investisseurs miniers et les communautés locales impactées par les méfaits d'exploitation des minéraux. La délégation va poursuivre sa mission d'itinérance à 35 km de Lubumbashi, au village Kafunda, territoire de Kipushi, pour inaugurer l'école primaire qui porte le même nom. Cet édifice scolaire est matérialisé par la dot Somika sur financement du gouvernement par l'entremise du mécanisme de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, conformément au choix de cette communauté locale. Shi tunafurahiwa kwa masomo hii banayenga muivraji juu masomo ilikuwa mbali sana na watoto hivi tunashikia furaha. Mardi 28 octobre 2025, nous sommes dans la chefferie de Kasongo, territoire de Kipushi, où la ministre d'État inaugure officiellement le centre de santé de référence de Kilongo. Un hôpital non seulement bâti suivant les normes requises, mais aussi équipé de matériels médicaux haut de gamme. Un projet ambitieux concrétisé par la dot Mineral and Metals Group Limited MMG avec la dotation de 0,3% de son chiffre d'affaires. Mina pikia merci kwa papa Tshisekedi president wetu jana tokea hospitali. Tunaanza kulukula malari paka kwenda kusendwe, kwenda clinique université, kwenda ku 41. Leo tunapata hospitali munene ya secteur ya Kifumanshi. Tunapikia na MMG vile anatusaidia hospitali, tunapikia merci. Mane tupatia hospitali. Furaha sana pa kusema batufungue hospitali ya munene. Tunashikia furaha sana msheferi ya Kasongo. Ndio tunashikia furaha pa kuteleta hospitali munene inetujulisha abantu bote tupasi kutunziwa na hiyo hospitali. Avec la dot MMG, 2 tracteurs sont remis à cette même communauté locale pour améliorer la chaîne de production agricole. Autre projet toujours dans le domaine sanitaire réalisé par la dot MMG, c'est le centre de santé de référence de Kandouloué dans le territoire de Kipushi, inauguré par la ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi devant les autorités politico-administratives et coutumières de la province du Haut-Katanga, de l'administrateur directeur général du FNPSS Alice Mirimo Kabeti, ainsi que de la population. Un hôpital moderne et bien équipé qui permet aux membres de la communauté locale d'accéder aux soins de santé de qualité sur place. La communauté vraiment quittait ici vers Lubumbashi pour se faire soigner. Mais aujourd'hui, on nous a rapprochés. Le service de médical ici. En tout cas, nous remercions beaucoup d'abord le premier citoyen du Congo, son Excellence, président Fachi Béton. Nous le remercions de sa vision. Je demande aussi à la population de bien garder ces biens qu'on nous a dotés. Il ne faut pas qu'on puisse revenir encore 2 fois. Si nous gardons bien, on va nous faire encore d'autres choses et le développement sera réel. La dotation de 0,3% est une obligation légale en RDC instaurée par le Code minier révisé en 2018 pour les entreprises minières de disponibiliser 0,3% de leur chiffre d'affaires au projet de développement en faveur des communautés locales impactées par l'exploitation minière dans leur contrée. Nous sommes dans un environnement minier où il y a beaucoup de minéraux dans les sous-sols. Nous avions des investisseurs qui sont venus exploiter ces minéraux. Alors il y a une population impactée par l'activité de l'exploitation des minéraux, des radiations, la destruction de l'environnement, etc. Ici, il s'agit de la compensation. Il s'agit des droits
des ayants droit, si je peux me permettre cette tautologie-là, qui doivent bénéficier en plus des redevances minières, en plus des cahiers de charges. Il y a donc cette dotation-là qui a été instituée de 0,3% du chiffre d'affaires d'investissement, où nous avons mis en place une équipe qu'on appelle DOT, mais c'est une équipe qui gère la dotation et qui est représentative de la communauté locale et même aussi de ces investisseurs-là, où nous calculons ces chiffres d'affaires qui sont mis à la disposition donc de la population et on procède à des ouvrages que selon le besoin de la population. Les besoins urgents actuellement, c'est justement l'accès aux soins de santé, l'éducation et aussi les routes. Et ça rentre dans le cadre des objectifs de développement durable. À un moment donné, au fur et à mesure, nous allons élever les niveaux des besoins en tenant compte de l'évolution donc de notre population. Et c'est une occasion pour moi de saluer la franche collaboration avec le ministère des Mines. Donc c'est une collaboration entre le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales, parce que nous sommes des bénéficiaires comme Affaires sociales et la production, l'opportunité vient du ministère des Mines. C'est une occasion aussi pour moi de féliciter les partenaires des investisseurs de la dot MMG, ici on est dans cette dot-là, qui contribuent, qui donnent. Et je lance le message à d'autres investisseurs, et ils doivent savoir que ceux qui ne payent pas doivent payer. Là où il n'y a pas de dot, nous allons régulièrement installer les dots. Et ceux qui payent à moitié doivent, n'est-ce pas, régulariser leur situation, parce que dans les codes miniers, il y a aussi ce que nous appelons les sanctions. Les sanctions sont prévues qui peuvent aller jusqu'à leur demander de mettre la clé sous la paillation. Et nous avons réfléchi aussi pour des sanctions positives pour ceux qui se conforment donc aux normes. Tous ces ouvrages réalisés dans le cadre de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières sont suivis et réceptionnés par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à travers le Fonds national de promotion et des services sociaux FNPSS que dirige Alice Biri Mokabeti. Cet établissement public a entre autres mission d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement. Il est temps que les communautés locales impactées par l'exploitation minière puissent vivre positivement les effets des richesses naturelles enfouies dans le sol et le sous-sol de leurs milieux respectifs. Mardi 28 octobre 2025, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique consacré à l'évaluation de la situation macroéconomique du pays. Il ressort de cette importante réunion que la stabilité du taux de change a été confirmée et une accalmie observée sur le marché grâce aux mesures monétaires prises par la Banque centrale du Congo. Prisca Sekanaloutété pour le commentaire. À la salle de réunion de la primature, la situation conjoncturelle du pays a été analysée minutieusement ce 28 octobre 2025 au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidée par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, a expliqué de prime abord lors du compte-rendu qu'il a fait de cette réunion que concernant l'embellie du franc congolais, l'on constate qu'il y a une accalmie. À travers cette bonne nouvelle annoncée par la Banque centrale du Congo, le taux d'échange va se stabiliser ainsi que le prix de biens et services sur le marché. La situation est essentiellement sur le franc congolais, comme tout le monde l'attend. Effectivement, on constate qu'il y a une accalmie et nous avons eu de bonnes nouvelles de la part du gouverneur de la Banque centrale, que les choses sont en train de se calmer, bien sûr, parce que il faut justement éviter qu'il y ait ces petites montagnes qui font que les gens vont avoir peur de continuer à utiliser le franc congolais, mais c'est plutôt l'inverse. Ils doivent être rassurés que le cours d'échange va se stabiliser et que dans les prochains jours, nous devrions constater petit à petit
la stabilisation aussi au niveau de prix de biens sur le marché, des prix de biens et des services sur le marché. Donc c'est ça que nous sommes en train de surveiller, et il faut que nous continuions à préserver la gestion budgétaire telle que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Le ministre de l'économie l'avait annoncé, et nous voyons que la Banque centrale continue à surveiller les banques aussi, donc ça se fait de deux côtés. Donc il y a le travail de la Banque centrale, il y a le travail du gouvernement, donc ensemble on essaie de trouver l'équilibre, parce que, comme j'ai dit tantôt, l'essentiel c'est qu'il y ait la stabilité, parce que tout le monde, on n'aime pas de l'énervement sur le marché. Concernant la situation de l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, qui est une première promesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement a laissé entendre qu'il y a une incidence positive. À ce sujet, Guilain Nyembo a invité la population à revaloriser la monnaie nationale, le franc congolais, Mwanampo. La promesse du président de la République se réalise. Donc la question du pouvoir d'achat, qui est la première promesse du président de la République, se réalise. Tous ceux qui consomment ou qui reçoivent le salaire en francs congolais savent bien qu'ils ont récupéré du pouvoir d'achat. Maintenant, la question, c'est nos habitudes. Le dollar, à chaque fois nous calculons avec le dollar. Donc il faut qu'on puisse se reprendre nos calculs en francs congolais, comme c'est d'ailleurs ça se fait les prix doivent être affichés en francs congolais, et c'est tout à fait normal que ceux qui ont reçu ou qui reçoivent de l'argent en dollars puissent toujours continuer à calculer en dollars, et forcément qu'ils vont constater que les choses ne bougent peut-être pas comme ceux qui reçoivent et qui dépensent en francs congolais. Notons que le gouvernement a mis en place des mécanismes de suivi et de contrôle afin d'évaluer l'efficacité de politiques de stabilisation monétaire et de développement économique conformément au programme d'action du gouvernement. Voilà qui met fin à ce numéro de Fiscalité et Développement produit par la rédaction de votre agence Galaxy Média AGM. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.